Il s'agit de caricature éditoriale ou politique. On va parler de l'actualité du dernier quart de siècle. On va couvrir plus que 25 années d'histoire politique et d'actualité culturelle, sportive, etc. au Québec principalement, un peu à l'international, grâce au dessin de Michel Garneau, alias Garnotte. Et on me disait ce matin, Robert précisait pour ceux qui étaient là que j'avais regardé plus de 6000 dessins de Garnotte pour choisir ceux que je vais vous montrer. C'est exact, parce qu'après 24 années, Garnotte réalisait 6 dessins par semaine. Alors, du lundi au vendredi, plus le samedi, une journée de repos le dimanche, puis on prenait ça. C'est ça, comme au paradis terrestre. Alors, si vous calculez rapidement, enlevez 2 semaines, 50 semaines fois 6 dessins, ça en fait 300, ça. Ouais. Il y avait des petites vacances l'été. Oui, bien sûr. Il y avait des petits dessins pour les fêtes. C'est ça. Mais parfois, il y avait des dessins spéciaux. Voilà, il y avait des dossiers qui s'illustraient aussi. Ça compensait pour les petites vacances. Alors, si on multiplie ça par le nombre d'années, on est entre 6000 et 6500 dessins. Ouais. Écoute, ça donne le vertige. Alors, moi, ce que je me suis amusé à faire, c'est à parcourir tous ces dessins-là. Et j'ai retenu mes coups de cœur. Et je vous en présente 2 aujourd'hui, par année. On va y aller de façon chronologique. Et j'aimerais que leur créateur les commente. Et peut-être nous dévoile des anecdotes. D'abord, je vais voir s'il s'en rappelle. Oui, premièrement. Je vois ton bureau, ça c'est les anciens locaux du Devoir sur Robert. Sur Dublerie, la rue Dublerie. C'est vrai, Dublerie. Au coin d'à peu près, en fait, exactement au coin de Président Kennedy, près de la place des Arts. Et on remarque tout de suite ta technique, qui est celle de la BD, de la bande dessinée. Ce qui est une technique presque préhistorique, parce qu'on voit ma bouteille d'encre, et puis mon papier qui est collé sur un vieux bout de carton, et ma documentation, qui est devant moi, a été découpée dans des journaux, parfois concurrents. Parce que les autres journaux ont beaucoup de photos. Le Devoir avait moins de photos. Alors, on commence tout de suite en 1996, une caricature intitulée « Enfantillage ». Pour un peu de contexte, parce qu'on recule loin dans le passé, en mai 1996, Jean Chrétien plaide devant la Cour supérieure d'Ottawa qu'une éventuelle sécession du Québec n'échapperait pas aux contraintes de la Constitution et du droit canadien. Oui. Alors, on voit qu'il s'adresse au Québec, un grand bonhomme qui lui dit « Non, tu ne sortiras pas de là ». C'est enfantillage, mais c'est de tenir, si on veut, le Québec, de le traiter comme un enfant. Et puis, c'est ça que j'ai essayé d'illustrer finalement. Mais pour aller un petit peu derrière ce dessin-là, il faut dire que Jean Chrétien, à cette époque-là, il faisait partie de presque tous les dessins politiques qu'on pouvait faire, parce que il était toujours à la suite du référendum, c'est 1996, et puis là, il est vraiment en conflit ouvert avec Lucien Bouchard, qui lui vient tout juste de remplacer Jacques Parizeau. Alors, à chaque fois, il y a un aller-retour comme ça, et puis Jean Chrétien, c'est une tête à caricature. Il nous a aidé beaucoup avec sa gueule un peu croche, là. Il était le premier à en rire, alors on était les deuxièmes. Mon autre coup de cœur pour 1996, c'est un dessin publié le 29 juin. Et je me dis qu'à cette époque-là, on n'était pas passé à la couleur. C'est pas évident pour toi, parce que là, tu vas faire du rouge et du bleu. Oui, mais je suis persuadé que tous les gens, dans leur tête, instantanément, voient le chandail canadien en rouge, puis le chandail du Québec en bleu. T'sais, parce que ça allait de soi. Tu n'es pas obligé de dire « ouais, sa feuille d'érable est rouge ». Tu ne le mentionnes pas, les gens le savent déjà d'office. Et puis ce dessin-là, écoute, il serait encore bon
ces années-ci. Des gens qui sont extrêmement partisans ont la petite et fâcheuse tendance à se déguiser ou de façon outrageuse. Alors, on poursuit. 97, bon, ben ça, il faut vraiment connaître le référent, peut-être connaître l'œuvre d'un autre grand caricaturiste québécois qui est Normand Hudon. Et là, ça nous fait remonter jusqu'aux années 50 et 60. Oui, oui. Normand Hudon représentait Daniel Johnson, père, en Danny Boy. En cowboy, en fait. Ouais. Et puis, comme par hasard, au moment où moi je sévissais, comme on disait, au devoir, eh bien, il y avait un autre Daniel Johnson. Fils. Celui-là, c'était le Daniel Johnson fils, qui était chef du Parti libéral du Québec. Alors, pour faire un clin d'œil à Normand Hudon, ben là, j'ai dessiné genre de Danny Boy, mais dans des habits trop grands. Parce que quand même, entre Daniel Johnson père et Daniel Johnson fils, il y avait comme une marge. C'était à peu près ça le clin d'œil, mais c'était important pour moi de rendre hommage à Normand Hudon, parce que, oui, c'était un caricaturiste important au Québec, mais c'est un caricaturiste que j'ai beaucoup apprécié aussi, que j'admirais. On dit qu'il représentait Daniel Johnson père en un cow-boy sans scrupules, nommé Danny Boy à cause de ses origines irlandaises. Ah, bien ça c'est tout à fait vrai, son nom en témoigne. Alors, l'année 97, ben, c'est l'année où Lise Thibault est nommée lieutenant-gouverneur du Québec, à la suite de la démission de Jean-Louis Roux. C'est la première et unique femme dans cette fonction qu'elle va occuper pendant 10 ans. Alors, je trouve ton dessin, bon, il est visuel, il n'y a pas de texte. Oui. Il est très simple. Oui. Mais pourquoi les marches? C'est-tu des difficultés? Ben, c'est parce que elle est handicapée. Elle était handicapée et elle avait été un peu nommée à cause de ça. Selon moi, elle avait d'autres qualités sûrement, mais on les cherche encore. Mais après ça, on a vu à quel point ça pouvait ne pas toujours être quelqu'un qui était digne de la fonction. Mais chose certaine, à ce moment-là, on avait voulu donner un exemple comme quoi les personnes handicapées pouvaient accéder aux plus hautes fonctions. Mais ce n'est pas toujours nécessairement des bons choix. Puis bon, là, je l'ai mis, tout le monde, en voyant le dessin, se demande comment a-t-elle pu se rendre en haut, et avec le tapis qu'on suppose rouge. Très important pour madame. Alors, c'est l'inclusion avant la lettre. Oui, c'est ça. Aujourd'hui, ce sera un dessin qui pourrait, à cause du wokisme, dont plusieurs personnes parlent ces jours-ci, ben justement, ça pourrait être un dessin qui serait considéré comme douteux. Parce que on parle de quelqu'un qui est handicapé. Mais moi, dans ce cas-là, j'ai traité la personne handicapée comme n'importe qui. C'est-à-dire comme n'importe qui que je peux dessiner, que je peux caricaturer, en autant qu'elle a un poste de pouvoir, entre guillemets, même si on s'entend que ce n'est pas le pouvoir le plus direct, le fait d'être lieutenant-gouverneur au Québec, mais quand même, elle a un poste important politiquement, et puis elle mérite d'être caricaturée comme toute autre personne. Absolument. On poursuit avec l'année 98, tout le monde se rappelle la fameuse tempête de verglas qui s'abat sur le sud du Québec. Alors, Bernard de Rome, qu'on reconnaît ici, anime une émission spéciale pour couvrir en direct l'évolution des événements. Le dessin est publié le 10 janvier, mais le vendredi 9 janvier, pour ceux qui s'en rappellent, 1,3 million de foyers québécois sont privés d'électricité. C'est une grave crise qu'on connaît et on sait qu'il y a des photos de cette époque-là où on voit Bernard de Rome à l'extérieur avec son curieux chapeau. Là, je l'ai augmenté un peu. Disons, j'ai pesé un peu fort sur la caricature dans ce cas-là. Mais pour être honnête, l'idée de dessiner Bernard de Rome avec son chapeau cloche m'a été soufflée par, à l'époque, ma patronne, c'était Lise Bissonnette. Et c'est Lise Bissonnette qui m'a dit « As-tu vu Bernard de Rome hier à la télévision? » Enfin, tout le monde l'avait vu, enfin, tous ceux qui avaient l'électricité. Mais bref,
il y avait beaucoup de gens qui avaient vu Bernard de Rome avec son fameux chapeau cloche, où il ressemblait presque à Sol, tu sais, comme le clochon. Alors, tout le monde parlait de son fameux chapeau. Alors, le lendemain, tout de suite, j'ai dessiné Bernard de Rome en train de prévoir l'Apocalypse. C'est sa phrase fétiche. Oui, oui. C'est la tendance soviétique. Toujours en 98, on apprend que Bill Clinton, il peut s'adonner des fois à certaines choses douteuses, hein? Alors ici, c'est une parodie d'Uncle Sam et de l'affiche de guerre, là, où Uncle Sam dit « I want you, je te veux pour aller combattre ». Mais là, je travestis un peu la fameuse image qui est très symbolique. Et puis, ben, on se rappelle tous de l'épisode Monica Lewinsky. Et puis, Bill Clinton, pendant des mois, a essayé de se défendre, tant bien que mal, parfois plutôt mal. Et puis, c'était du régal pour les caricaturistes parce que tout le monde rigolait sous cap. On est en 99, le 4 mars 99. Il y a quelques 3000 orphelins de Duplessis qui reçoivent les excuses officielles du gouvernement du Québec. Si on se rappelle, les orphelins de Duplessis, ce sont des enfants illégitimes ou abandonnés et qui ont malheureusement subi de mauvais traitements dans des institutions québécoises, la plupart tenues par des communautés religieuses, entre les années 1930 et 1960. Alors, c'est un dessin plus grave, là. Oui, plus grave, mais en même temps, je pense que c'est assez clair. C'est un peu lui retourner, si on veut, sa propre médecine, où il traitait de fous des gens qui ne l'étaient pas. Alors, sa famille-là, et c'est l'époque aussi où sa statue était beaucoup discutée. La statue devant le Parlement, devant l'Assemblée nationale, était beaucoup discutée. Alors, c'est de lui mettre une camisole de force un peu attachée à la statue. Oui, c'est un peu typique, là, tu sais. Et ça permet de faire un dessin sans absolument aucun texte. Et puis, si c'est vraiment la manchette dans le journal, tout le monde est au courant. Alors, ça faisait la manchette de tous les journaux à ce moment-là. Toujours en 99, celle-là. Il y en a pour tout le monde. C'est Lise Bissonnette qui acceptait tes dessins, qui disait le OK pour des non, en général, il y a quelques fois où elle disait non à un certain dessin qui était peut-être trop osé pour elle, là. Mais c'est arrivé très rarement, et puis, en général, elle regardait dans le journal le lendemain, là, parce qu'elle avait franchement autre chose à faire. Là, tu représentes Jean Chrétien empaillé, oui, avec du foin qui dépasse par les oreilles. Mais en fait, j'essaie de représenter ce que Lucien Bouchard essaie de représenter comme image du Québec. Alors, il y avait comme une exposition à Paris, tu sais, c'est le Salon du Livre de Paris, d'ailleurs, écrit Salon du Livre de Paris sur le sac du Parigot, là, qui est en bas. Alors, mais c'est ça, il essaie de rendre une image très folklorique du Québec. Alors, j'ai pesé fort, encore une fois, sur le crayon pour exagérer le côté folklorique du stand du Québec. Alors, quoi de mieux que Jean Chrétien comme trappeur avec un peu de foin dans les oreilles parce qu'il ne veut jamais rien entendre. Et puis bon, là j'ai mis tout ce qu'il y a de plus folklorique, le mocassin, le castor, et puis le rial, on appelle ça même, un élan d'Amérique. Un boulot avec qui est entaillé. Entaillé, puis qu'il y a de l'eau d'érable qui coule quand même. Puis des petits sapins accrochés. Oui, mais ça c'est pour le sambon. Ça. J'ai trouvé très, très drôle. Oui. On poursuit. On est en 2000. C'est l'année où décède Maurice Richard. Oui. Puis, on dit de ne pas l'envoyer au purgatoire, sinon il va y avoir un autre émeute à Montréal. Ça fait référence à
C'était écrit sur le bout de papier. Là, 55. Dans le dossier de M. Richard, c'est ça. Il y avait eu une émeute en 55. Et puis, on a fait grâce c'était, je pense, M. Campbell qui était président de... Oui, parce qu'il y avait eu une infraction, parce qu'il avait frappé un arbitre, puis il était interdit de jouer, puis là, il y avait les éliminatoires, et c'était pour empêcher le Canadien de gagner. Alors, une émeute sur la rue et on lui avait dit à Campbell, ne te présente pas au forum, il est allé quand même. Les Canadiens français ont commencé à lui lancer des choses avec lui. Exactement. Puis ils sont allés dehors dans la rue. C'est ça. Alors là, s'il l'envoie, parce que tout le monde aimait beaucoup Maurice Richard, et en fait, tout le monde aime encore Maurice Richard, et surtout à cette journée-là, parce qu'il venait de décéder. Alors, c'est ça, s'il l'envoie au purgatoire, ça va être aussi pire qu'avec Campbell. Alors, j'ai essayé de faire un genre de petite mise en scène là, de l'arrivée pas au purgatoire, mais justement au paradis de Maurice Richard. J'ai fait une auréole aussi en CH. Je trouve que c'est une belle approche, c'est humoristique, parce que les caricaturistes, vous allez toujours commémorer, souligner les décès des personnalités. Et souvent, on voit juste le nom et les dates. Et une espèce de portrait qui est moins caricatural. Dans ce cas-là, tu en as vraiment fait une caricature. Oui, j'ai fait une caricature, mais ce qu'il faut dire, c'est qu'on a quand même une grande liberté dans notre travail qui nous est donnée parce qu'on décide, grosso modo, qui on va honorer avec une caricature. Parce que des fois, quelqu'un peut mourir, mais là, tu te dis, est-ce que ça mérite une caricature dans le quotidien? Et parfois non, parfois oui, mais il faut quand même en parler. Là, t'sais. Et puis là, c'est là que c'est un peu utile d'avoir des gens autour de soi, des gens comme un rédacteur en chef, un éditeur, des journalistes d'expérience. Tu vois, à cette époque-là, il y avait, au journal Le Devoir, il y avait un journaliste qui s'appelait Pierre O'Neill, et puis qu'on respectait tous beaucoup dans la salle. C'était un ancien bras droit de René Lévesque. Il avait vécu là, beaucoup de choses. Il connaissait l'histoire du Québec de façon intime. Et puis, je me rappelle que cette fois-là, on en avait discuté, à savoir, parce que c'est quand même pas un homme politique, Maurice Richard, mais il transcendait et de beaucoup la politique. Il était devenu un personnage politique. Absolument. Absolument. On continue dans la politique. Moi, ce qui m'impressionne chez toi, c'est que même si c'est un style un peu minimaliste, là, qui se rapproche de la BD, c'est qu'en quelques traits, on reconnaît toujours les personnages. Là, je trouve que tu as travaillé fort. Oui, là, j'avais fait un gros jeu, c'était pour le Jeudi Saint, ça, j'imagine. Alors, c'est un gros mercredi. Jean Chrétien avec 12 apôtres et 12 députés ou personnes importantes au sein de son cabinet. Ouais. Est-ce que tu es capable de les identifier de gauche à droite? Ah, ça, c'est salaud. Bon, je vais sauter la première. Lucienne Robillard. Chez Lacoste. Oui. Mon Dieu, comment il s'appelait? Murphy. Oh, j'ai même mis son nom. Oui, Onex. Je pense qu'il s'occupait des transports, quelque chose comme ça, de l'industrie, ministre de l'Industrie. Je pensais que c'était Herb Gray. Je ne suis pas sûr, peut-être. À côté, ça c'est Alan Rock. Debout. John Manley. À côté de... comment ça s'appelait? Elle a eu bien du trouble que vous invitez. Tu l'as caricaturé souvent. Oui. Fait en Tarzan. Oui, c'est comment ça s'appelait? James Stewart. C'est pour ça que je l'avais mis en Tarzan, parce que, à cause de James Stewart. Elle s'occupait, je pense, des infrastructures ou des équipements. Là, elle achetait des équipements, puis elle s'était retrouvée dans un scandale épouvantable. Puis Jean Chrétien le défendait bec et ongle. Là, avant de continuer, on voit que tu t'es basé sur la dernière scène de Léonard de Vinci. Ah bon? Ben, regarde la position des personnages. Oui, c'est la même que dans la loi de Vinci. Tout à fait. Alors, après, il dit, un de vous me trahira. Mais là, j'ai pas mis Paul Martin à la place de Judas. Non, mais c'est lui qui est honteux. Après Chrétien, à sa droite. Oh mon Dieu, comment ça s'appelait?
Je suis moins sûr, Anne McLaren. Oui. OK. Ben, Ensuite, Stéphane Dion, bien sûr. Pierre Petitgrou, Oui. le gars de Terre-Neuve. Brian Corbin. Brian Corbin, Axworthy, puis Paul Martin. Bravo. Ouais. Mais il m'en manquait quelques-uns, là, mais écoute, c'est l'âge aussi. Tu vas en avoir des croquis pour ça. Oui, parce que particulièrement, moi, je ne suis pas un physionomiste. Tu sais, je ne fais pas des têtes de façon aussi bien que Evelyne, par exemple, peut réussir ça. Alors, quand je fais des têtes comme ça, je travaille beaucoup. C'est un gros mercredi. Décembre. Un autre hommage est décédé et tu vois, j'ai passé du sport, là je m'en vais vers plus l'actualité culturelle. Alors, surnommé le fou chantant, c'est Charles Trenet, qui est l'auteur de près de 1000 chansons à l'inspiration souvent poétique. C'est un pilier de la culture française au Québec. Puis, il est mort le 19 février 2001, à l'âge de 87. Alors, je la trouve très poétique, cette caricature. Oui, ben écoute, finalement, c'est à peine une caricature. Premièrement, c'est l'époque quand même où je mettais quelques grilles, là, mais tu vois, je n'ai pas mis de gris dans ce dessin-là, justement pour la retirer de l'ensemble des caricatures. Il y a un côté simplement coup de chapeau au personnage, et puis c'est un dessin de lui que j'admire beaucoup comme chanteur, bien sûr, comme auteur-compositeur, et j'ai simplement trouvé une strophe qui fait référence, après que les poètes ont disparu, leurs chansons courent encore dans les rues. C'était exactement ce que je pensais d'être net. C'est un dessin qui flotte un peu. Oui, il est très léger. Oui, exact. Alors, on continue. On est en 2001. C'est un dessin inédit. Oui, c'est ça. Il n'a jamais été publié, mais je le trouvais intéressant parce que ça nous montre François Legault, qui est très souvent dans l'actualité, c'est ainsi. Il a déjà été ministre de l'Éducation, puis sous Bernard Landry à ce moment-là. Oui. On est en 2001. Sous Bernard Landry, oui, ou sous Bouchard. Sous Bouchard. Oui. Et finalement, il garde après le remaniement. Non, tu as raison, c'est sous Bernard Landry. Oui. Il conserve le ministère de l'Éducation, mais tu l'as fait un peu comme un dodo qui se dit ça veut-tu dire que je redoute? Oui, c'est ça. Il reprend un peu, il n'y a pas eu de promotion, quoi. Alors, tu as bouffé la date sur ta signature. Ben, c'est bon, ça n'a jamais paru. Tu as écrit inédit, mais tu l'as ancré, il n'y a pas ça d'être. Peut-être, oui. Je pense que tu déduis bien. C'est-tu parce qu'il y a eu un autre événement d'actualité cette journée-là? Oui, il faudrait aller voir la date. Je poursuis en 2007. Le premier ministre canadien, Stephen Harper, alors chef d'un gouvernement minoritaire, s'est rendu à la résidence du gouverneur général, Michael Jean, et là on reconnaît Jean-Daniel Lafont, son conjoint, pour obtenir la dissolution de la Chambre des communes. Alors là, on voit qu'il ouvre la porte et il dit « Michael, le voisin est encore mal pris. » J'ai bien pris soin d'écrire Rideau Hall sur la porte. On est quand même obligé de mettre quelques indications parfois. Alors, ben oui, c'est le fameux Jean-Daniel Lafont qui a été, d'ailleurs, qui est revenu souvent dans mes caricatures. J'aimais ça le dessiner, je trouvais qu'il avait une sacrée bonne tête à caricature. Et l'avènement de la couleur, on est en 2009. Alors, c'est un autre pastiche, une parodie de la couverture de l'album des Beatles, Sgt. Pepper's. Et en 2009, Stephen Harper a interprété une chanson des Beatles au Centre national des arts à Ottawa. Alors ici, Michel, tu associes la prestation du premier ministre avec l'espoir que les crises internes des partis de l'opposition l'aident à obtenir un gouvernement conservateur majoritaire aux prochaines élections fédérales. Alors, avec un peu d'aide de mes amis. With a little help from my... C'est ça, parce que si ses amis ne le font pas tomber, il va pouvoir rester au pouvoir, au fond. Mais c'est un peu... ça aussi, c'est extrêmement
agréable à faire comme caricature, parce que tu as déjà comme beaucoup d'éléments graphiques auxquels te raccrocher. Tout ce que tu fais, c'est retrouver des têtes à ajouter. Puis il était 4, comme les Beatles, et puis Sgt. Harper, puis Sgt. Pepper. Écoute, c'était servi sur un plateau d'argent, mais il fallait que je le fasse. Avec puis c'était tellement riche comme dessin, alors que là, c'est simplifié au maximum. Mais l'idée est bien transposée. Oui, puis ils ont toutes l'air un peu ridicules, alors c'est parfait pour moi, ça. En juin 2009, la possible exclusion de 2 groupes musicaux anglophones d'un spectacle à Saint-Jean-Baptiste suscite la controverse. Les groupes, ils s'appelaient Bloodshot Bill et Lake of Stew, qui devaient se produire le 23 juin en même temps que des artistes francophones. Alors, selon Mario Beaulieu, le président de la Société Saint-Jean-Baptiste, la maison de production a programmé des artistes anglophones sans autorisation préalable et le comité a reçu des plaintes. Alors, tu as illustré ça ainsi. C'est ça, là, je me dis, la fameuse chanson d'Ondan Nariden, la tapatali tout, mais je ne vous la chanterai pas, là, je ne vous pas. Mais, fait que je me demandais, est-ce que c'est français ou anglais? Puis là, les deux autres se disent, est-ce qu'on retire ou pas? T'sais. Fait que montrer aussi le ridicule à faire, là. À un moment donné, ça peut aller très loin, des fois, les exigences de pureté linguistique. On poursuit, on est en 2010. Est-ce que notre ami Pierre Skelling est là? Ah, il n'est pas arrivé parce que ça a rapport à Québec, c'est pour ça. Le 2 octobre 2010, des milliers de personnes envahissent les plaines d'Abraham afin de manifester leur appui au retour des Nordiques de Québec. Le maire de Québec, Régis Labaume, nie associer la quête de fonds publics pour la construction d'un nouveau colisée avec le hockey professionnel. Ben, c'est ça, je les ai mis comme des sans-abri alors que c'est tous des millionnaires. C'est le côté ridicule du hockey professionnel, à un moment donné, qui demande de l'argent pour construire des arénas. Puis après ça, on se rend compte qu'ils ne sont même pas utilisés, entre autres à Québec. Là. Ça, oui. C'est particulièrement frustrant, disons, pour les gens de Québec. Un autre statut, alors c'est l'affaire Mulroney-Schreiber. 17 ans et 16 millions de dollars plus tard, on sait enfin ce que l'histoire retiendra vraisemblablement l'ancien premier ministre Brian Mulroney. Alors, selon le rapport du juge Jeffrey Oliphant, il n'était pas éthique d'accepter de l'homme d'affaires Karl-Heinz Schreiber 3 enveloppes remplies de billets de 1 000 $ en 93 et en 94. Ben, c'est ça. Finalement, il est en train de bousiller son héritage et l'opinion qu'on va avoir de lui dans l'histoire avec des histoires de pots de vin. Vraiment, c'est grossier. Alors, c'est ça que j'ai voulu comme un peu illustrer. C'est qu'est-ce qu'on va se rappeler finalement de Brian Mulroney, c'est qu'il a pris des pots de vin en argent comptant, puis il est allé les déposer dans une banque à New York, je pense, quelque chose du genre. Donc, c'est vraiment ridicule de bousiller son héritage comme ça. Oui, ben, oui. Alors, sa réputation. Oui. Mais par contre, il en profite pour cacher ce qu'il avait à cacher. Ça peut être utile. On ne sait pas si c'était gros. C'est vrai, on ne sait pas si c'est un gros pot de vin ou un petit pot de vin. Ça, c'est un autre pastiche, c'est une parodie de l'affiche de Barack Obama, Hope, et de son slogan Yes, we can. Alors, en 2011, alors que Jack Layton tentait de cacher sa canne en début de campagne électorale à la suite d'une opération pour une fracture à la hanche, il l'abrandit ensuite comme un trophée de guerre. Mais malheureusement, quelques mois après que le NPD ait remporté 103 sièges et devient l'opposition officielle, Layton meurt des suites d'un cancer à l'âge de 61 ans. Oui, puis on se rappelle de la fameuse vague orange. Puis finalement, tout ça, ben, c'est ça encore une fois un genre d'allusion à l'affiche de Barack Obama, qui était comme un genre de renouveau américain. Et puis bon, là, lui, il essayait d'incarner un genre de renouveau progressiste au Canada. Et puis j'ai voulu faire allusion au slogan aussi, Yes we can en français. Avec la canne. C'est un peu, ben oui, c'est ça. Très belle caricature. Un peu d'actualité internationale. Alors, c'est le printemps érable qui commence en 2011.
Je pense qu'il y a la Tunisie qui avait déjà tombé. Là, on est en Égypte. Ça, c'est l'Égypte. Ouais. Alors, les manifestations contre le régime d'Hosni Moubarak se sont multipliées en Égypte. L'exemple de la révolution tunisienne est dans tous les esprits. Et le 28 janvier 2011, Moubarak décide de limoger son gouvernement. Alors ça c'est ta réaction le lendemain. Finalement, on travaille toujours avec les symboles. Le symbole de l'Égypte, ce sont ces fameux monuments. Puis bon, j'ai mis le genre de sphinx à l'effigie de Moubarak, qui était déjà un peu sphinx. Oui. Il y avait une façon un peu bien à lui de garder ses secrets, puis d'exercer le pouvoir, un peu comme les grands pharaons de l'époque. Alors il s'éliait littéralement, son pouvoir s'éliait, puis ça s'est avéré dans ce cas-là. Bon, ici, on revient au Parti québécois, Pauline Marois, on reconnaît Bernard Drainville, bon, qui réitère sa confiance envers sa chef, Pauline Marois, mais il s'inquiète de voir le Parti québécois disparaître. Alors, ici, tu t'es inspiré de la prédiction de la fin du monde en 2012, annoncée par le calendrier Maya. Ben oui, mais ça a une référence directe au musée McCord, justement, qui nous demandait de faire un dessin sur la fin du monde. Maya. C'était un peu... et donc, j'ai fait un peu fin du monde, fin du PQ, c'est la fin du monde. Et puis, bon, j'ai réussi à intégrer de peine et de misère Pauline Marois dans le calendrier et de le travestir en symbole du PQ. Fait que c'est ça, Bernard Drainville, c'est l'œuvre de Bernard Drainville. Alors, il y a plusieurs amalgames. C'est ça qui nous prédit la fin du monde. Peut-être même que lui prédit son arrivée au pouvoir, on ne sait pas. J'aime bien le costume que tu lui as mis, Bernard. Oui, c'est un peu sexy, son affaire. J'essaie de le rendre intéressant. Alors, ben, on parlait justement du printemps arabe. Il y a eu ensuite le printemps érable. Alors, en 2012, une grève étudiante se transforme en crise sociale et rallie différents groupes, tels des groupes syndicaux. C'est le printemps érable et l'avènement des carrés rouges. Cet événement est alors utilisé comme argument pour déclencher durant l'été l'élection de 2012, qui a lieu le 4 septembre. Le Parti québécois est alors porté au pouvoir. On se rappelle des nombreuses démonstrations d'appui populaire, comme les marches et les concerts de casseroles au Québec, au Canada et même à l'étranger, en appui à ce qui se passait ici. Alors, au lendemain de sa défaite, tu nous représentes Jean Charest. Ben là, je le mets, lui, en train de préparer une manif de casseroles. Et puis, j'ai l'impression que ce que je voulais donner comme impression, c'est qu'il était pour ne pas se gêner, pour faire bien du tintamarre, puis rendre l'appareil à Pauline Marois, qui, elle aussi, avait appuyé les concerts de casseroles. Oui. Mais tu me dis qu'il fait sa propre sauce. Oui, c'est pour le rendre sympathique. Avec le départ de Jean Charest, ça laisse la place à Philippe Couillard et il devient rapidement le chouchou des Québécois. C'est le nouveau chef du Parti libéral et il arrive bon premier au baromètre des personnalités publiques selon un sondage publié le 22 juin 2013. Alors, le 25 juin 2013, tu le représentes comme ça, en montgolfière. C'est ça. Ben, là, c'est une façon de dire que c'est de l'air chaud un peu, que c'est gonflé à l'hélium, son image est gonflée, mais en même temps, c'est une façon de dire que oui, il va le transporter, le Parti libéral, puis il va réussir à s'élever dans les sondages d'une certaine façon. Puis, ça a fonctionné. Pas longtemps, il a manqué de gaz à un moment donné. Ça s'est écrasé. Là, mais... Alors, avec un dessin sans aucun texte, tu as plusieurs messages. Oui, peut-être, c'est vrai. Mais ça résume une situation. Et puis, les montgolfières, c'est toujours bon pour un caricaturiste, on peut les utiliser. Les gens comprennent rapidement qu'est-ce qu'on veut dire. En 2013, les communautés autochtones sont en voie de devenir les catalyseurs de la grogne contre les initiatives du gouvernement conservateur de Stephen Harper. C'est le mouvement I Know No More. Ouais. Puis, et eux vont adopter le symbole de la plume rouge en clin d'œil au carré rouge étudiant. Alors là, tu nous as mis Stephen Harper
capturé par un capteur de... C'est ça, vraiment mal pris, puis emperlificoté dans son propre rêve, lui, là, de s'entendre avec les Autochtones. Puis on a vu qu'il est resté pris, puis il n'en est jamais sorti de son rêve. Encore là, on a une métaphore visuelle. D'une certaine façon. D'une certaine façon. Ça a peut-être viré au cauchemar dans son cas. On poursuit, on est en 2014, puis bon, ça c'est un dessin qui est le quatrième de couverture de ton livre. Oui, c'est ça. Et je pense que c'est l'année où les selfies sont devenus très, très populaires. Et toi, tu offres le selfie du caricaturiste. Je me suis fait un selfie moi-même, mais très peu technologique. Je l'ai utilisé avec un crayon. Oui, c'est un genre de clin d'œil, mais à l'époque, qui était original. Maintenant, ça passe comme quelque chose de vieux, tu sais, de typiquement, quoi, 2014? C'est 2014, mais il a été repris dans Le Devoir, c'est pour ça que je le montre. OK, oui, alors, pour un entretien que tu as eu avec Francis Lévesque. Ah, bon, ben c'est ça m'illustrait d'une certaine façon. J'aime ton chat. Oui. As-tu des chats chez toi? Oui, j'en ai un, c'est tout. C'est le même. Okay. Il était déjà là, mais il bouge un peu moins. Âgé. Il a 19 ans. Il dort 23 heures sur 24. Puis il somnole l'autre. Ici, c'est un autre dessin pour un dossier thématique. Alors, le thème, le sujet, c'est les médias dans la tourmente. C'est une illustration pour un dossier. Et je trouvais qu'il était fouillé, ce dessin-là. Ouais. Évidemment, c'est un autre pastiche. C'est le radeau de la Méduse par Géricault. C'est ça. Alors, il y a une crise dans les médias, dans une société en crise. Et là, je cite Philip Warren, le professeur de sociologie de Concordia, qui est un spécialiste de la société québécoise. Puis lui qui dit « Dans la valse médiatique, le système éclate et l'infodivertissement l'emporte. » Ça faisait penser à Infoman, qu'on accuse beaucoup de faire l'attitude. C'est ça. C'est le désarroi pour le milieu journalistique, on pouvait dire. Ça, c'est quelles années? 2014? C'est 2014. Alors, mais ça, j'avais fait ce dessin-là à la suite d'un voyage à Barcelone. Il y a des gens qui m'avaient demandé des dessins pour illustrer un magazine là-bas. Et puis, ça faisait partie de mes propositions. Puis ça, je pense que c'est une proposition. C'est pour ça que j'avais mis le droit ou non, le temps? Le diary, je pense. Okay. Et c'est du catalan, quelque chose comme ça. Mais grosso modo, je l'ai réutilisé ici pour certains. Le Devoir l'a mis en grand, en C'est couleur. ça, oui. Écoute, c'est un dessin assez fouillé. Je pense que je l'avais mis encore plus grand. Moi, non, mais ça décrit beaucoup de mes confrères. Il y en a qui dorment sa job, il y en a qui sont à moitié morts, et puis il y a beaucoup de post-it collés, puis que ça doit dater de plusieurs années. Parce que les médias connaissent encore cette crise. Oui, il y a la crise de l'imprimé. C'est ça, en fait, on n'en est pas sorti vraiment. T'sais. Alors, on est en 2015. Le métier de caricaturiste n'est pas sans danger, nous rappelle Garnotte en 2015. Dans la foulée de l'attaque terroriste contre le journal satirique Charlie Hebdo. C'est ça. C'est un autre auto-caricature. Tu ne mets pas ton meilleur, franchement. Non, mais écoute, il ne faut pas que je m'épargne plus que les autres politiciens que je peux avoir à caricaturer. Mais là, je fais vraiment référence à la fusillade de Charlie Hebdo. Alors, c'est ça. Désormais, les magasins de matériel d'artistes, les Homer de serre de ce monde, ils vont se mettre peut-être à vendre aussi des équipements de protection. Des équipements de protection contre les attaques à la AK-47. Est-ce que ce dessin-là a suscité des réactions? Te rappelles-tu? Quelques trous de balles dans mes fenêtres. Non, même pas. Ici, au Québec, on n'était pas dans la même situation qu'en France. Même s'il n'y a rien qui empêcherait jamais que quelqu'un puisse attaquer une salle de rédaction comme ça. Au fond, on est tous dans le domaine des médias. On pourrait comme être des cibles potentielles. Alors, c'est sûr que c'est triste de penser à ça, mais c'est la réalité.
Alors, tu vois, tu as un collègue caricaturiste pour t'éviter d'être une cible potentielle qui t'a représenté en imam. Ah oui, c'est Fleck, c'est un coup de chapeau, un coup de turban qui m'a donné à l'époque. Oui, c'est ça. Écoute, c'est Fleck, toujours aussi bon. Il est ici d'ailleurs, il y a plusieurs, pas lui-même, mais ses dessins sont ici sur un des panneaux. C'est un très bon caricaturiste et un bon ami. Alors, il m'a moi-même croqué en imam, moi qui croque les imams et les ayatollahs, avec plaisir. 2016, Elisabeth May a décidé de rester chef du Parti vert du Canada jusqu'aux élections 2019. Elle a été choisie chef en 2006. Ça fait que, tu sais, ça fait comme 13 ans. Elle est en train de prendre racine, littéralement, avec ses bons sabots de bois. Et elle est la première femme politique sous l'étiquette du Parti vert lors des élections de 2011. On voit qu'aujourd'hui, l'histoire se répète. C'est ça, elle va peut-être être transplantée encore une fois. C'est bon. J'aime beaucoup son sourire. Ben oui, écoute, on aimait beaucoup la dessiner parce qu'elle avait vraiment, surtout, quand je dis, elle a un beau sourire, effectivement, mais elle a surtout un accent tout cassé. En français, c'était vraiment rigolo. En 2016, l'ancien journaliste Brian Miles s'en serait voulu toute sa vie s'il avait refusé de diriger le devoir, même si ce nouveau défi lui semble pratiquement insurmontable. Bon, j'ai rendu hommage d'une certaine façon en disant qu'il prend la mer au moment où la situation des médias, la situation du devoir, elle est dans cette situation-là depuis les années 50, je ne sais pas trop. Alors, on n'a jamais été vraiment tout à fait à flot. Il y a toujours eu un peu d'eau dans la cale, mais disons que ces années-ci, c'est particulièrement humide dans la cale du devoir, parce que, comme pour tous les journaux, la situation est précaire, et si ce n'est pas de l'aide gouvernementale, je pense que les médias en auraient plus beaucoup. Là, le devoir a des donateurs privés. Oui, beaucoup d'aide de ses lecteurs. Et puis, c'est ce qui nous permet de rester à flot. Donc, Brian Miles est devenu à partir de là ton patron pour tes 3 dernières années. C'est ça. Lui qui était mon collègue, que je suis obligé de l'envoyer maintenant, il insiste pour que je le tue. En 2017, ça faisait 2 ans qu'il y a eu l'attaque terroriste qui a fait 11 morts à Charlie Hebdo. Alors, le 4 janvier 2017, le journal satirique sort un numéro spécial sous le titre 2017, enfin le bout du tunnel. Néanmoins, beaucoup de caricaturistes préfèrent dorénavant éviter de dessiner Mahomet. Alors, encore une fois, tu te mets en scène. Ben là, je symbolise les caricaturistes en général, quand même. Mais c'est ça, écoute, qu'est-ce qui est l'enfer pour les caricaturistes, c'est de ne plus avoir de crayon et de papier. Fait que c'est quasiment ça ici, en enfer, ça a tout brûlé. S'il y a quelque chose qui brûle bien, c'est bien le papier. Fait que c'est un genre de clin d'œil, si on veut, à l'anniversaire de l'attaque. Ça, c'est pas une caricature éditoriale, c'est c'est peut-être une revue de... Oui, à chaque fin d'année, c'est un retour illustré sur 2017. Ça s'appelait Dans l'œil de Garnotte. Et bon, toi, tu dis que c'est l'année de la CAQ, parce que la CAQ promet d'être le gouvernement des familles, en remettant un montant récurrent aux familles nombreuses, soit sous forme de crédit d'impôt ou d'allocation. C'est ça. Je le mettais comme un politicien c'est des situations magiques, avec une baguette magique pour régler le problème de la famille au Québec. Il sort des lapins de son chapeau. Beaucoup de lapins, comme sont capables de se reproduire assez rapidement dans son chapeau. Ça fait ça comme politique familiale. Et tous tes lapins sont différents. Tu n'as pas fait de copier-coller. Ah non, quand même. J'en ai donné pour le plaisir du lecteur. Mais c'est le fun de dessiner des lapins. C'est cute. C'est ça, c'est les grandes oreilles, les grandes dents. Ah, là, on est en 2018 avec notre ami Justin. Même si le gouvernement fédéral est propriétaire de l'oléoduc Trans Mountain, le premier ministre Justin Trudeau est incapable de préciser quand les travaux d'agrandissement de ce pipeline vont commencer et reste évasif
quant à son avenir. Alors, un pastiche d'une toile de Magritte. Et ça, j'aime beaucoup utiliser cette peinture-là, la trahison des images. C'est vraiment intéressant d'utiliser ça, parce que, justement, ça fait référence à la façon qu'on peut faire dire n'importe quoi à n'importe qui, en jouant sur les mots. Alors là, il essaie de nous faire croire qu'un pipeline est écologique. Ça fait partie de ces politiques pour, si on veut, faire baisser les gaz à effet de serre. Écoute, c'est antinomique, c'est une contradiction de toute évidence. Puis là, j'ai mis le prix de la peinture, d'ailleurs. Je pense que c'est quoi, 20 millions, pas 10 millions? C'est 10 milliards. C'est 10 milliards pour ça, 10 milliards investis pour les pipelines. Alors, vraiment, c'était quoi? En même temps, ça fait un petit clin d'œil à René Magritte. Oui. Alors, ça nous donne un petit vernis au devoir, comme quoi on connaît nos classiques. Oui, Magritte a signé une peinture où ceci n'est pas une Bible. C'est ça. Alors, c'est pipeline. C'est bien, exactement. En parlant de Justin, ça c'est l'année 2018 en dessin. C'est une autre revue de l'année. Une autre année. Alors, c'est l'année où la marijuana devient légale au Canada. Et si on regarde sur le petit pot de cannabis, c'est écrit « Mise en garde peut provoquer de la confusion ». Comme Justin est capable d'en provoquer lui aussi, on l'écoute parler, tout à coup, on est nous-mêmes confus. Parce que qu'est-ce qu'il a dit au juste? Il peut avoir dit une chose, puis en même temps signifier son contraire. Tu sais, il y en a pour tous les coups. C'est la confusion assurée. Il n'y a pas de fumée sans feu. Hein? Mais Justin, c'est drôle parce qu'on sait qu'il aime des costumes différents. Puis les caricaturistes, vous nous représentez toujours d'une manière différente. Ouais. Puis dans la caricature, tu deviens un peu en peintre avec un PRL. C'est vrai. Là, c'est la première fois qu'on voit un nuage de fumée. Oui, c'est ça. C'est de la fumée, mais ça. Une caricature, ici, en fait, c'est en plein débat sur la loi 21, bannissant pour les employés de l'État en position d'autorité les vêtements qui représentent des signes religieux. C'est Aislinn, le caricaturiste du quotidien Montreal Gazette, qui affirme que son journal a refusé de publier une caricature dans laquelle il trace un parallèle entre la CAQ et le Ku Klux Klan, un mouvement ultra-raciste américain. Et là, toi, tu renchéris sur ce fait d'actualité-là. Quelque part, à la suite d'un collègue caricaturiste, c'est juste un commentaire. Oui, c'est ça, mais c'est une façon aussi de supporter le fait qu'une caricature est censurée. Parce que moi, je ne sais pas que je suis d'accord ou pas là, dans ce cas-là avec le dessin d'Aislinn, mais c'est sûr que je ne suis pas d'accord avec le fait qu'un journal puisse dire non, ce dessin-là n'a pas sa place. Mais en même temps, je comprends ce que Aislinn disait aussi, c'est l'éditeur, le rédacteur en chef, eux, ils signent le journal. Toi, tu signes le dessin, mais c'est eux, ils ont à endosser ou pas qu'est-ce qui va être publié dans le journal. Alors, c'est leur responsabilité de dire oui ou non à un dessin, mais en même temps, je trouve toujours ça triste qu'un dessinateur se fasse refuser un dessin, parce que, règle générale, c'est quand même un symbole de liberté d'expression pour la part du dessinateur. C'est toujours un petit peu embêtant là-dessus. Ça, c'est la grande question de la liberté d'expression pour le dessinateur, pour le caricaturiste, quand tu veux émettre une idée politique. Mais c'était l'idée d'Aislinn. Et ton opinion, là, ici, tu la transposes quand même avec humour. Ben là, parce que c'est tu ça. parles du code vestimentaire. C'est ça, parce qu'il y avait déjà un code pour s'exprimer à l'Assemblée nationale, et il se cachait beaucoup derrière ça pour dire oui, on a le droit de dire telle chose, on n'a pas le droit de dire telle chose. Là, finalement, on est en train de dériver tranquillement dans une société trop normée. Alors, on rejoint un peu encore une fois l'histoire du wokisme, où on a le droit de parler de telle chose, on a le droit de dire tel mot qui commence par telle lettre. Ça devient lourd à la longue, puis ça restreint la liberté d'expression, je pense,
Alors, ça a peut-être des bons côtés, mais ça a des côtés négatifs. Là, on approche de la fin. 2019, c'est ta dernière année active pour une partie de l'année. Et voici le dernier dessin que tu as publié. Oui. Et c'est le 29 mai 2019. On sait que Justin avait annoncé un projet de réforme du mode de scrutin. Et en même temps, il y a un autre fait d'actualité, c'est qu'on trouve des ordures canadiennes en Malaisie. Alors, là, tu as combiné tout ça. C'est une technique que j'utilisais depuis longtemps, c'est-à-dire utiliser deux nouvelles, les combiner ensemble. La promesse ratée de Justin Trudeau de réformer le mode de scrutin, et puis bon, ces fameux déchets qui sont envoyés aux Philippines, dont on se débarrasse tellement des pays du tiers-monde. Alors, ça fait un peu, je trouve que ça dépeint bien l'état actuel du Canada, des belles idées, mais finalement, des politiques qui laissent un petit peu à désirer. C'est ça, puis il faudrait justement ne pas envoyer ces déchets-là en s'en débarrassant d'un pays du tiers-monde, ça c'est clair. Mais, tu sais, c'est ça, Justin Trudeau, toujours deux poids, deux mesures, il nous déçoit un peu par son beau discours, mais par ces faits qui sont moins évidents. J'aime beaucoup le petit rat que tu as mis dans le container. Ah oui, c'est ça. Ça apporte une touche. Oui, c'est ça. C'est sûr que à partir de là, ben, on n'a plus ton regard, ton commentaire sur l'actualité politique. Moi, ça me manque. Je trouve que tu es un des caricaturistes qui suivait le plus la politique, vraiment l'actualité politique. C'était l'actualité du jour au jour le jour. Le défaut de ça, c'est que je regarde tous ces dessins-là, puis ça vieillit parce que l'histoire a pris. Ça s'éloigne, le temps s'éloigne, puis ça me fait, moi aussi, me rendre compte que le temps a passé. Tu sais. Et effectivement, depuis déjà 2019, tu sais, je ne suis plus. Je suis l'actualité. Je lis les journaux, j'écoute les nouvelles un peu comme tout le monde, peut-être même un peu plus. Mais écoute, j'ai plus le dessin à faire, donc j'ai pas l'impression d'en faire partie autant. Fait que ça, c'est une tristesse personnelle, tu sais, c'est sûr. Tu sais, rendu à ce dessin-là, j'ai comptabilisé tes dessins, j'ai vu que tu en as produit entre 6 000 et 6 500. Oh, mais c'est peu de choses comparé avec le nombre de dessins que Bado a fait. Et, bon, tu préparais tranquillement ta retraite, tu avais déjà pris des actions, tu alternais avec un autre caricaturiste, Pascal. Mais là, finalement, ça a été plus vite. Ah, ben là, c'est ça, j'ai eu un ennui de santé qui a fait que j'ai demandé à Pascal de prendre la relève, mais de façon permanente. Alors, il fait bien ça depuis, et puis le devoir s'en porte bien, je pense. Mais le devoir a quand même tenu à préparer un petit dossier thématique sur toi. Ah oui, ils m'ont rendu hommage. Ils t'ont rendu hommage et ils ont demandé à des collègues des caricatures. Alors, Bado signe ici cette caricature-là où on te reconnaît bien, là, en souriant. Mais c'est ça, mais la subtilité, c'est que qu'est-ce qui me fait sourire, c'est d'avoir trouvé une idée. Oui. Parce que quand on n'a pas d'idée, effectivement, la journée peut paraître très longue. Mais quand on a une idée, regarde ton sourire. Tu as mis le chandail en fonction de la caricature, là. Tout est pensé. C'est concept. C'est très concept. On voit que tu as un œil. Un hommage de Boris, Jean Gaultier. Ben oui. Alors, qui est un très bon ami à moi aussi. Alors là, lui, il y a toujours beaucoup de détails, comme on peut voir dans l'exposition qu'on montre de ses dessins ici même. Et puis, il y a toujours beaucoup de détails. Alors, je pense qu'il a fait tous les personnages que j'ai pu dessiner dans ma carrière. Alors, y compris Bonhomme Carnaval. Et il y avait un petit chat. Je vois même une tête. Oui, tu as raison, il y a même un petit chat. Je vois même une tête de turc, ce qui est un peu presque du wokisme. L'hommage de Chapelot.
il va manquer quelque chose dans la page. C'est ça, exactement, le trou, tu sais, effectivement. Lui, c'est représenté, mais les autres mages, on t'a dessiné, toi. Et voici comme un côté t'a représenté. Avec les fameux crayons. Et puis, c'est ça, puis c'est les crayons de Croc aussi, du début de Croc, qui étaient, les Crocs étaient des crayons. Les lettres de Croc étaient C'est ça, formées avec des crayons ça, comme ça. le haut du Croc. Alors, bonne retraite, chers collègues. Eh oui. Et ça, c'est Pascal. Pascal lui-même, qui me fait lire le devoir. Alors, garde note à la retraite, il garde son crayon à portée de la main, les croquis ne peuvent célébrer, blablabla. Eh oui, eh oui, eh oui. Et l'hommage de Y, qui est au Journal du Québec et au Journal de Montréal, qui lui a pensé à te montrer en balançant par en arrière ton fameux lance-pierre. Ben oui, c'est ça, c'était mon trademark. Un lance-pierre. J'utilisais souvent ce slingshot. Slingshot, un lance-pierre. Fait que voilà, c'est... Puis il a mis plusieurs de mes dessins un peu en background. Fait que vraiment un beau dessin encore une fois, parce qu'ils sont tous très beaux, puis ça m'a extrêmement touché quand j'ai vu ça, moi, dans le journal. Effectivement, tu te dis, ouais, c'est un bel hommage de la part de tes collègues. Puis je m'y attendais pas, alors... Et de la part des caricaturistes les plus en vue à ce moment-là au Québec. C'est mes collègues. Alors, je te remercie pour tes réponses, pour ces anecdotes-là. Et tu m'as montré d'autres visages à tes caricatures. C'était extrêmement intéressant, mais je veux juste terminer sur un dernier hommage, parce que tes collègues et toi, on s'était déjà rassemblés ici sur le visage. Tu as raison, c'était ici lors de... On était au défunt Jack Rabbit, oui. Qui est la boucanerie. Alors, on voit même la coccinelle de Vilain Visage. Alors, de gauche à droite, on reconnaît Serge Chapelot, Yannick Lemay, alias Grec, Guy Badeau, alias Badeau. Sans son masque. André-Philippe Côté et Gardin. Oui, puis on voit même le bras de Mathilde. De Mathilde, la compagne. Excuse-moi de t'avoir coupé, Mathilde. Moi, cette photo-là, je la trouve extrêmement précieuse parce qu'on voit 5 des grands caricaturistes. Et ça, c'est en 2018, tu étais encore actif à ce moment-là. Et elle me rappelle vaguement, vous savez, cette photo-là de Léo Ferré, Brassens et Jacques Brel. Photo en noir et blanc, on voit les trois dans une émission radiophonique. Dans ce cas-là, ici, il y a tous ces chanteurs-là, mais il y a en plus Michel Louvain. Alors, merci encore une fois. Je ne sais pas s'il y a des questions, si on a le temps, on va en prendre quelques-unes, Robert. Oui, quelques-unes, absolument. Parce que la présentation...